J'ai découvert mes frais de scolarité impayés. Mes parents ont parlé d'une erreur, mais ma bourse avait disparu. L'échéance, minuit. Pendant le dîner, mon téléphone a vibré. C'était l'université. Mon père a lâché sa fourchette. J'ai découvert que mes frais de scolarité n'avaient pas été payés. Mes parents ont dit qu'il y avait eu un malentendu. Mon chèque de bourse avait disparu. La date limite était à minuit. J'étais assise à table pour le dîner, faisant semblant de manger. Mon petit frère n'arrêtait pas de rire devant son téléphone. Ma mère me resservait sans cesse des pommes de terre. Mon père agissait comme si de rien n'était. Puis mon téléphone a vibré à côté de mon assiette. C'était le service financier de l'université. Ma main s'est figée au-dessus de ma fourchette. Mon père a vu le nom de l'appelant en premier. Son sourire s'est effacé avant le mien. J'ai répondu devant tout le monde. Une femme a prononcé mon nom complet. Puis elle a dit, « Nous devons vous parler immédiatement. » Toute la tablée est devenue silencieuse. Mon père a laissé tomber sa fourchette. Pas bruyamment, juste assez pour que tout le monde l'entende. Ma mère l'a regardé trop vite. C'est la première chose que j'ai remarquée. Elle ne m'a pas regardé moi. Elle l'a regardé lui, comme si l'appel était arrivé plus tôt que prévu. Je m'appelle Léa Moreau. J'avais 22 ans ce soir-là. J'avais remporté la bourse d'excellence Lumière, frais de scolarité complets, 2 ans de logement, livres et frais de laboratoire couverts. C'était le genre de bourse que les gens encadrent. Ma mère en avait parlé sur les réseaux sociaux pendant 3 semaines. Mon père avait dit à tous les voisins que j'étais surdouée. Puis il m'avait dit de ne pas devenir arrogante. Il disait que les bourses rendaient les filles égoïstes. Il disait que la famille passait toujours en premier. À ce dîner, la famille est passée en premier à nouveau, mais pas de la manière qu'il attendait. Nous étions à la table de la salle à manger de mes parents. 12 personnes étaient assises autour. Ma tante Jeanne était là. Ma grand-mère était là. 2 cousins étaient là. Et mon frère Nicolas était assis en face de moi. Nicolas avait 19 ans. Il avait échoué 2 fois à l'IUT. Mes parents appelaient ça de l'anxiété. Quand j'avais eu un 14/20 au lycée, ils avaient appelé ça de la paresse. C'était la logique familiale. Ces erreurs étaient des blessures. Mon succès était une question d'attitude. La date limite était à minuit. Il me restait 6 heures. Si le solde des frais de scolarité n'était pas réglé, je perdais mon inscription. Si je perdais mon inscription, la bourse pouvait être révoquée. Mon père le savait. Ma mère le savait. Nicolas le savait aussi. Il mangeait un steak avec une nouvelle montre au poignet. J'ai reconnu la montre immédiatement. C'était celle qu'il m'avait montrée en ligne. 2800 €. Il disait qu'il en avait besoin pour son réseau professionnel. Le solde de mes frais de scolarité n'était pas payé. Son poignet brillait sous le lustre. La femme au téléphone a dit qu'elle s'appelait Madame Fournier. Elle travaillait au service de la comptabilité étudiante. Sa voix était calme. Trop calme. Elle m'a demandé si j'étais dans un endroit privé. J'ai regardé autour de la table. Ma mère a secoué la tête une fois. Mon père a articulé sans un bruit, « Raccroche ». Je n'ai pas raccroché. J'ai dit, non, mais je peux écouter. Madame Fournier a marqué une pause. Puis elle a dit, votre dossier a été modifié cet après-midi. Mon estomac s'est glacé. Mon père a repoussé sa chaise. Ma mère a dit, Léa, pas à table. J'ai levé un doigt. C'est tout. Un doigt. Personne ne m'avait jamais vu faire ça. Pas à ma mère. Pas dans cette maison. Madame Fournier a continué. Elle a dit que l'université avait reçu une demande de report. Une demande de report avec ma signature électronique. Elle stipulait que je ne suivrais pas les cours ce semestre. Elle libérait également le versement de ma bourse pour révision. J'ai regardé mes parents. Le visage de ma mère est devenu blême. La mâchoire de mon père s'est crispée.
Nicolas a arrêté de mâcher. J'ai dit que je n'avais jamais demandé de report. Madame Fournier a dit, c'est pour cela que j'appelle. L'ambiance dans la pièce a changé après ça. Pas bruyamment. Personne ne criait encore. Mais les chaises ont cessé de bouger. Les fourchettes sont restées dans les assiettes. Ma grand-mère a posé son verre. Tante Jeanne a fixé mon père. Ma mère a murmuré, il doit y avoir une erreur. Elle l'a dit doucement, comme si elle répétait une préoccupation feinte. Mon père s'est ressaisi le premier. Il le faisait toujours. Il s'est penché vers mon téléphone. Il a dit, c'est son père à l'appareil. Madame Fournier ne s'est pas adoucie. Elle a dit, je ne peux parler qu'à Léa. Mon père a souri à la tablée. C'était son sourire de l'église. Celui qu'il utilisait avant de mentir poliment. Il a dit, elle s'embrouille avec la paperasse. J'ai senti quelque chose en moi s'immobiliser. Pas de la colère. De l'immobilité. C'était pire pour lui, car j'avais passé ma vie entière à me justifier. Ce soir-là, j'ai arrêté. Madame Fournier m'a demandé de vérifier mon numéro d'étudiant. Je le lui ai donné. Puis elle a posé une autre question. Avez-vous autorisé quelqu'un à accéder à votre dossier? J'ai dit non. Ma mère a fermé les yeux. Mon père a dit, Léa. Juste mon nom, mais il portait un avertissement. Il portait le loyer. Il portait l'assurance auto. Il portait chaque menace silencieuse de cette maison. J'ai gardé les yeux sur le téléphone. Madame Fournier a dit que la date limite restait minuit. Elle a dit que le solde devait être corrigé ce soir. Elle a dit qu'un blocage verrouillerait mon inscription à minuit 1. J'ai demandé combien il manquait. Elle a dit, 38 600 €. Ma grand-mère a eu un hoquet de surprise. Tante Jeanne a dit, Gérard, qu'est-ce que c'est que ça? Mon père s'est levé. Il a pris sa serviette. Il l'a posée à côté de son assiette. Puis il a dit, c'est une affaire de famille. C'était sa phrase préférée. Elle signifiait le silence. Elle signifiait l'obéissance. Elle signifiait que tout le monde devait détourner le regard. Madame Fournier était toujours au téléphone. Elle l'a entendu. Elle a dit, sa voix se faisant plus tranchante, non, monsieur Moreau. C'est une affaire de comptabilité étudiante. Mon père s'est figé. La main de ma mère tremblait sur ses genoux. Nicolas s'est penché en arrière. Il essayait d'avoir l'air de s'ennuyer, mais sa montre a de nouveau capté la lumière. Je l'ai fixé. Puis j'ai posé une question. Où est passé l'argent? Personne n'a répondu. Ni mon père. Ni ma mère. Ni Nicolas. Madame Fournier a dit qu'elle pouvait envoyer un dossier de documents sécurisés. Il inclurait le formulaire de report, le relevé de libération des fonds et la trace du paiement qu'ils avaient signalé. Mon père a dit, vous n'en verrez rien du tout. Madame Fournier a dit, monsieur, vous n'êtes pas l'étudiante. Tante Jeanne a émis un petit son. C'était presque un rire. Non pas que ce soit drôle, mais parce que le pouvoir venait de basculer. Pour la première fois, mon père n'était plus aux commandes. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un email est arrivé. Je l'ai ouvert d'une main. L'objet était « Irrégularité de compte urgente ». Mon père s'est avancé vers moi. Tante Jeanne s'est levée avant qu'il ne m'atteigne. Elle ne l'a pas touché. Elle s'est juste tenue là. C'était suffisant. Tante Jeanne avait toujours été discrète. C'était la sœur aînée de ma mère. Elle avait tout observé pendant des années. Elle avait vu mes parents me traiter d'hystérique. Elle avait vu Nicolas se faire secourir. Elle m'avait vu me faire blâmer. Ce soir-là, elle a déplacé sa chaise. Le bruit a raclé le sol. Tout le monde l'a entendu. Mon père a arrêté d'avancer. J'ai ouvert la première pièce jointe. C'était une demande de report. Mon nom était en bas, mais la signature était fausse. Elle était trop arrondie, trop. Trop comme celle de ma mère sur les cartes de Noël.
J'ai regardé ma mère. Elle regardait la nappe. C'était la première preuve. Pas un relevé bancaire, pas un aveu, une signature falsifiée dans ma boîte de réception pendant le dîner. J'ai tourné mon téléphone vers tante Jeanne. Elle s'est penchée. Elle a lu la page une fois, puis une deuxième fois. Son visage a changé. Elle a regardé ma mère. Eliane, a-t-elle dit. Ma mère a tressailli. Mon père a dit, Jeanne, ne te mêle pas de ça. Tante Jeanne ne s'est pas rassise. Elle a dit, as-tu signé au nom de cet enfant? Les yeux de ma mère se sont instantanément remplis de larmes. C'était son don. Les larmes sur commande. Elle a murmuré, nous la protégions. Ma grand-mère a dit, de quoi? Mon père a répondu pour elle, de gaspiller une bourse pour laquelle elle n'était pas prête. La pièce est redevenue silencieuse. La voilà. L'insulte qui se cachait derrière la paperasse. La vieille croyance sous de nouveaux habits. Je n'étais pas prête. Je n'étais jamais prête. Nicolas était toujours presque prêt. J'ai demandé à Madame Fournier de rester en ligne. Elle a dit qu'elle était toujours là. Le visage de mon père s'est durci. Il n'aimait pas les témoins. Il aimait les pièces où il contrôlait l'histoire. Cette pièce n'en faisait plus partie. J'ai ouvert la deuxième pièce jointe. C'était une confirmation de libération de fonds. L'argent de la bourse n'avait pas disparu. Il avait été redirigé. Le compte indiqué était « Financement Avenir Études ». Je n'avais jamais entendu ce nom. Madame Fournier me l'a expliqué lentement. Financement Avenir Études n'était pas l'université. C'était une société privée de financement des études. Il gérait les avances sur frais de scolarité. Il rachetait aussi les trop-perçus de bourse. Seulement lorsque les étudiants signaient une autorisation. J'ai eu la bouche sèche. J'ai regardé Nicolas. Son visage l'a trahi. Pas complètement, juste assez. Ses yeux ont fureté vers notre père, puis vers sa montre. Mon père a dit, Léa, éteins ce téléphone. J'ai dit, non. C'était un seul mot. Il sonnait étrange dans cette maison, comme un meuble qu'on déplace après 20 ans. Madame Fournier a dit que l'université avait signalé la transaction parce que l'autorisation de remboursement utilisait mon identifiant étudiant, mais que l'adresse IP provenait du domicile de mes parents. À 16h13 cet après-midi-là. Mon père a regardé vers le couloir du bureau. Moi aussi. L'ordinateur familial était dans ce couloir. Celui que ma mère disait être réservé aux factures. Celui avec le mot de passe scotché sous le tiroir. Tante Jeanne a dit, Eliane. Cette fois, ma mère a pleuré plus fort. Mais personne n'a bougé pour la réconforter. C'était nouveau aussi. D'habitude, ses larmes devenaient ma punition. D'habitude, tout le monde se précipitait vers elle. Ce soir-là, ils l'ont observé. Mon père a frappé la table de sa main. Les assiettes ont sursauté. Ma grand-mère a murmuré, Gérard. Il m'a pointé du doigt. Sais-tu ce que ton frère risquait? Le voilà. Nicolas. Toujours Nicolas. J'ai regardé de l'autre côté de la table. Il fixait son assiette. Mon père a dit que Nicolas avait une opportunité, un programme d'école de commerce, un mentorat privé, une chance unique. Il a dit que la compte était due aujourd'hui. Il a dit que j'avais un logement. J'avais des bonnes notes. J'avais des options. Nicolas n'avait rien. Puis il a prononcé la phrase qui m'a brisé. Tu pouvais survivre à un retard. Personne ne respirait. C'était la vérité familiale. Je pouvais survivre à tout. Alors il lui donnait tout. Ma mère a murmuré, tu retombes toujours sur tes pieds. J'ai ri une fois. Ça m'a surprise. Ça a surpris tout le monde. Parce que ce n'était pas un rire heureux. C'était un rire las. J'ai dit, vous voulez dire que je rampe toujours en silence? Ma mère a eu l'air blessée. Mon père a eu l'air furieux. Nicolas a finalement parlé. Il a dit,
ce n'était même pas encore ton argent. Tante Jeanne s'est tournée vers lui. Qu'est-ce que tu as dit? Nicolas a haussé les épaules. C'était de l'argent de bourse. Il m'a regardé avec dégoût. De l'argent gratuit. C'est à ce moment-là que Madame Fournier a de nouveau parlé. Sa voix est sortie du haut-parleur. Les fonds de bourse sont des fonds éducatifs à usage restreint. Nicolas a scié. Elle a continué, leur détournement peut déclencher une enquête institutionnelle et judiciaire. Mon père a tendu la main vers le téléphone. Je l'ai retiré. Il a dit, tu rends les choses sordides. J'ai dit, non. Puis j'ai regardé la table. Vous les avez rendus judiciaires. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre email. Celui-ci venait de Financement Avenir Études. L'objet était « Confirmation finale requise ». Mon cœur s'est mis à battre la chamade. La date limite n'était pas seulement minuit. Financement Avenir Études avait besoin de ma confirmation finale avant 21h. Si je confirmais, les fonds seraient débloqués le lendemain matin. Sinon, le compte pourrait être gelé. Il était 20h17. 43 minutes. Un vrai compte à rebours a commencé dans la pièce. Madame Fournier m'a demandé de lui transférer l'email. Je l'ai fait. Le téléphone de mon père a sonné 10 secondes plus tard. Il a baissé les yeux. Il n'a pas répondu. Mais tante Jeanne a vu le nom. Elle l'a lu à voix haute. Financement Avenir Études. Ma grand-mère a couvert sa bouche. Ma mère a murmuré, Gérard, arrange ça. C'était la deuxième conséquence en direct. L'entreprise l'appelait maintenant. Pas plus tard. Pas après le dîner. Là, à table, où il pensait que je resterais silencieuse. Avant que je vous dise ce qui s'est passé quand il a répondu, dites-moi ceci, quelle heure est-il là où vous êtes en ce moment? Parce que je me souviens de la minute exacte où ma famille est devenue silencieuse. Il était 20h18. Mon père a ignoré le premier appel. Puis Financement Avenir Études a rappelé. Puis le téléphone de ma mère a sonné. Puis le téléphone de Nicolas s'est allumé. 3 téléphones, une table, un mensonge qui s'effondre en temps réel. Mon père a finalement répondu. Il n'a pas mis le haut-parleur. Mais la pièce était si silencieuse que nous en avons entendu assez. Il a dit, Gérard Moreau à l'appareil. Puis il a dit, non, elle reconsidère. Madame Fournier a entendu ça. Elle a dit, Léa, avez-vous autorisé une reconsidération? J'ai dit, non. Mon père m'a regardé comme si je l'avais giflé. La voix de l'homme de Financement Avenir Études est devenue plus forte. Il a demandé si l'étudiante était présente. Mon père a dit, elle est sous le coup de l'émotion. Je me suis levée. Ma chaise a glissé en arrière. Mes jambes tremblaient, mais pas ma voix. J'ai dit, mettez le haut-parleur. Mon père a souri froidement. Tu ne donnes pas d'ordre ici. Tante Jeanne a dit, ce soir, si. Ma grand-mère a hoché la tête une fois, un petit signe, mais réel. Mon père a eu l'air trahi. Ça m'a presque fait rire à nouveau. Il avait volé mon avenir à 16h13, mais le fait que ma tante se lève était une trahison. Il a mis l'appel sur haut-parleur. L'homme s'est présenté comme Monsieur Vidal, responsable de la conformité. Pas le service client. La conformité. Le visage de mon père a changé à ce mot. Monsieur Vidal m'a demandé. J'ai vérifié mon identité. Puis il m'a demandé si j'avais signé une cession de bourse. J'ai dit non. Il m'a demandé si j'avais soumis une demande de report. J'ai dit non. Il m'a demandé si j'avais autorisé Gérard ou Eliane Moreau. J'ai dit non. Chaque réponse atterrissait comme une assiette qui se brise. Non. 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 Ma mère s'est mise à pleurer plus fort. Nicolas a marmonné, c'est de la folie. Monsieur Vidal a posé une dernière question. Connaissez-vous un certain Nicolas Moreau? J'ai regardé mon frère. Oui.
Monsieur Vidal a dit que les fonds avaient été assignés pour couvrir l'acompte de son programme. Pas directement. À travers un plan d'éducation familiale groupé. C'est l'expression qu'il a utilisée, plan d'éducation familiale groupé. Ça sonnait propre. Ça sonnait professionnel. Ça voulait dire qu'ils avaient vendu l'argent de ma bourse pour le financer lui. Mais ce n'était pas encore l'explosion. L'explosion est venue ensuite. Monsieur Vidal a dit que mes parents avaient téléchargé des pièces justificatives, une déclaration de difficultés financières du foyer, une attestation de prise en charge de dépendants et une lettre de consentement de l'étudiante. Je n'ai pas compris au début. Puis il en a lu un extrait. La lettre disait que je mettais mes études en pause volontairement. Elle disait que je resterais à la maison pendant un semestre. Elle disait que je fournirais un soutien familial non rémunéré. Ma gorge s'est nouée. Un soutien familial non rémunéré. C'est ce qu'ils avaient essayé de faire de moi. Pas une fille, pas une étudiante. Une ressource. Une justification légale. Une fille qu'ils pouvaient garder à la maison et utiliser. Ma mère a murmuré, nous avions besoin d'aide. Tante Jeanne a dit, pourquoi? Mon père l'a foudroyé du regard. Pour la maison, pour les rendez-vous de ta mère, pour la transition de Nicolas. La transition de Nicolas signifiait son 3e nouveau départ. Mon retard signifiait du travail non rémunéré. C'était ça, la vraie trahison, pas seulement l'argent. Ils avaient essayé de construire une trace écrite. Une trace écrite où j'acceptais de disparaître. Madame Fournier a demandé à Monsieur Vidal de répéter la date de l'attestation. Il l'a fait. 3 semaines plus tôt. 3 semaines. Cela signifiait que le dîner n'était pas le début. Le malentendu n'était pas soudain. Il l'avait planifié avant ma journée d'intégration, avant que mes livres n'arrivent, avant que j'achète mes draps pour la résidence universitaire. Ma mère m'avait aidé à plier ses draps. Elle avait souri en cachant le couteau. Je me suis rassise lentement. La pièce est devenue floue un instant. Puis elle est redevenue nette. Chaque visage est devenu clair. Chaque son est devenu distinct. La respiration de Nicolas. Les reniflements de ma mère. Le pouce de mon père qui tapotait la table. L'horloge qui faisait tic-tac au-dessus du vaisselier. 20h24. 36 minutes restantes. Madame Fournier a dit qu'elle gelait les modifications du compte universitaire. Monsieur Vidal a dit que Financement Avenir Études allait suspendre le versement. Mon père a dit, vous ne pouvez pas faire ça. Monsieur Vidal a répondu, c'est déjà fait. C'était la 3e conséquence en direct. Le contrôle de mon père ne s'est pas estompé. Il s'est brisé. Il s'est levé si vite que sa chaise a heurté le mur. Il a dit que je l'avais humilié. Il a dit que j'avais embarrassé la famille. Il a dit que j'avais choisi des étrangers plutôt que le sang. J'ai regardé le nom de Madame Fournier qui brillait sur mon téléphone. Puis celui de Monsieur Vidal sur le haut-parleur. Puis tante Jeanne. Puis ma grand-mère. J'ai dit, le sang a falsifié mon nom. Personne ne l'a défendu. Pas même ma mère. Nicolas a tenté une dernière chose. Il a repoussé son assiette. Il a dit, tu fais toujours ça. Je me suis tournée vers lui. Faire quoi? Il a dit, tout ramener à toi. Le vieux tour de passe-passe. Inverser la blessure. Rendre la victime égoïste. J'avais entendu ça toute ma vie. Quand il avait accidenté ma voiture, j'étais égoïste de pleurer. Quand il avait mis mon ordinateur portable au clou, j'étais égoïste de le signaler. Quand il n'avait pas payé son loyer, j'étais égoïste de ne pas le couvrir. Cette fois, tante Jeanne a répondu avant que je ne le puisse. C'est elle dont l'argent a été pris. Nicolas a ricané. Ça allait aider la famille. Ma grand-mère a alors parlé. Elle parlait rarement contre qui que ce soit, surtout pas contre mon père, mais sa voix est sortie, claire. Aider la famille, ça demande de demander. Nicolas a eu l'air abasourdi. Ma mère a de nouveau eu l'air trahi.
Tout le monde se sentait trahi par la vérité. Madame Fournier a demandé si je voulais que l'aide juridique du campus soit contactée. Mon père a pointé le téléphone. Tu ne vas pas impliquer d'avocat. J'ai dit, si. Madame Fournier a dit, j'envoie la demande de prise en charge maintenant. Mon père s'est tourné vers ma mère. Fais quelque chose. Cette phrase a tout dit à toute la pièce. Il n'a pas dit réconforte-la. Il n'a pas dit explique. Il a dit fais quelque chose. Parce que le rôle de ma mère n'était pas la douceur. C'était le contrôle par les larmes. Elle a tendu la main vers moi. Sa main tremblait. Léa, ma chérie. J'ai reculé. Elle a eu l'air anéantie, comme si ma limite l'avait blessée. Elle a dit, nous avions peur que tu nous quittes. C'était presque honnête. Presque. Puis elle a ajouté, ton frère a encore besoin de nous. J'ai dit, et moi non. Elle n'a eu aucune réponse. Ce silence faisait plus mal que des cris. Parce qu'elle y avait répondu pendant des années, dans les déjeuners préparés pour lui, dans les factures mises sur mon dos, dans les excuses exigées de moi, à chaque fête où j'étais utile et où il était précieux. Monsieur Vidal a dit que le plan d'éducation familiale avait un autre document. Mon père a dit, assez. Monsieur Vidal a continué quand même. C'était une reconnaissance de garant. Avec mon nom attaché. Ma peau est redevenue glaciale. Madame Fournier lui a demandé de clarifier. Monsieur Vidal a dit que si Nicolas faisait défaut, je pourrais être considéré comme responsable. La pièce est devenue complètement immobile. Même Nicolas avait l'air effrayé. C'était le coup de grâce sous la première trahison. Non seulement ils avaient pris ma bourse, mais ils avaient essayé d'attacher son échec à mon nom. Ils voulaient que mes frais de scolarité disparaissent, que mon semestre soit mis en pause, que mon travail soit gratuit, que mon crédit soit exposé, que mon avenir serve de matelas, tout ça pour que Nicolas puisse recommencer à zéro. J'ai regardé mon père pour la première fois. Il a détourné le regard. Cela m'en a dit assez. J'ai demandé à monsieur Vidal si la signature du garant correspondait à celle du report. Il a dit qu'elle semblait similaire. Ma mère a émis un son. Minuscule, brisé, coupable. Tante Jeanne s'est rassise lentement. Pas parce qu'elle était fatiguée. Parce que le poids venait enfin de la frapper. Elle a dit, Eliane, qu'as-tu fait? Ma mère a murmuré, j'ai fait ce que font les mères. J'ai dit, non. Ma voix s'est brisée une fois, puis s'est raffermie. Tu as fait ce que font les propriétaires. Mon père a de nouveau frappé la table. Mais cette fois, personne n'a sursauté. C'était important. Sa colère avait perdu son public. Il a dit que j'allais détruire Nicolas. J'ai regardé mon frère. Nicolas fixait sa montre. La montre achetée pendant que mon solde restait impayé. J'ai dit, il peut rendre la montre. La bouche de Nicolas s'est ouverte. Rien n'en est sorti. Madame Fournier a dit que l'université pouvait prolonger ma date limite parce qu'une enquête pour fraude avait été ouverte. Le blocage ne se ferait pas à minuit. J'ai expiré d'un coup. Je n'avais pas réalisé que je retenais mon souffle. Minuit comptait toujours. Mais maintenant, ce n'était plus une guillotine. C'était une preuve. Monsieur Vidal a dit que Financement Avenir Études enverrait un avis d'annulation. Il a dit que l'entreprise pourrait signaler les documents. Mon père a demandé, signaler à qui? Monsieur Vidal a dit, à notre service des fraudes, d'abord. Puis il a dit, et possiblement aux forces de l'ordre. Ma mère a couvert son visage. Nicolas s'est levé. Il a dit, je ne vais pas aller en prison pour une histoire d'école. Tante Jeanne l'a dévisagé. Ça ne te dérangeait pas qu'elle perde la sienne. Il a attrapé sa veste. Mon père lui a dit de s'asseoir. Nicolas ne l'a pas fait. C'était la 4e conséquence en direct. L'enfant chéri s'est défilé le premier, non par moralité, mais par peur. Pourtant, la pièce l'a vu. Le garçon qu'il protégeait se protégeait lui-même. Mon père l'a regardé quitter la salle à manger.
Pour une fois, il avait l'air vieux. Pas humble, juste vieux. Madame Fournier a dit que je devais changer tous mes mots de passe ce soir. Elle a dit que l'aide financière me recevrait à 9 heures. Elle a dit que l'aide juridique du campus avait un créneau d'urgence. Elle a dit que je ne devais pas retourner de documents par l'intermédiaire de mes parents. Chaque phrase créait une distance officielle, une distance protectrice. Une distance que mes parents ne pouvaient pas appeler de l'irrespect. Ma mère a baissé les mains. Son mascara avait coulé. Elle m'a regardé. Tu nous ferais vraiment ça? J'ai presque souri. Parce que c'était ça. Pas ce que nous t'avons fait. Mais ce que tu nous ferais. J'ai dit, ce n'est pas moi qui le fais. J'ai regardé le téléphone. Ils lisent ce que vous avez fait. Tante Jeanne a hoché la tête. Ma grand-mère s'est mise à pleurer doucement. Pas des pleurs théâtraux. De vrais pleurs. Le genre qui ne demande pas de témoin. Elle a dit, je pensais que tu étais dur avec elle. Elle a regardé mon père. Je ne savais pas que tu la volais. Mon père a dit, maman. Elle a secoué la tête. Non. Un mot d'elle aussi. C'est peut-être comme ça que le contrôle meurt. Pas avec un discours. Avec une personne après l'autre qui dit non. Les appels se sont terminés à 20h47, 13 minutes avant la date limite de confirmation de financement Avenir Études. Madame Fournier est restée jusqu'à ce que je reçoive l'avis de blocage pour fraude. Monsieur Vidal est resté jusqu'à ce que l'email d'annulation arrive. Tante Jeanne m'a fait lui transférer chaque document. Ma grand-mère m'a demandé d'imprimer les signatures. Ma mère était assise, parfaitement immobile. Mon père faisait les 100 pas près de la cheminée. Nicolas n'est pas revenu. À 20h59, Financement Avenir Études a envoyé la suspension finale. À 21h pile, le téléphone de mon père a de nouveau sonné. Il n'a pas répondu. Un message vocal est apparu. Il l'a lu par accident. Le haut-parleur était toujours activé. La voix de Monsieur Vidal a rempli la salle à manger. Il a dit que le dossier était suspendu. Il a dit qu'aucun versement n'aurait lieu. Il a dit que toutes les parties devaient conserver les documents. Conserver les documents. Mon père a compris cette phrase. Moi aussi. Ma mère a murmuré, on peut encore arranger ça discrètement? Tante Jeanne a répondu, non. Mon père l'a regardée comme si elle était une étrangère. Elle a dit, on n'obtient pas le silence après un faux en écriture. Cette phrase a mis fin au dîner. Les gens se sont levés lentement. Personne ne savait où mettre son assiette. Personne ne savait s'il fallait me prendre dans ses bras. Je ne voulais pas de câlin. Je voulais récupérer mon nom. Je voulais que mon avenir ne soit plus manipulé. Je voulais qu'une personne dise qu'elle était désolée. Personne ne l'a fait. Pas ce soir-là. Tante Jeanne m'a conduite au campus. Ma mère m'a suivie jusqu'au perron. Elle a enroulé son gilet autour d'elle. Elle avait l'air plus petite dehors, mais petite n'est pas la même chose qu'inoffensive. Elle a dit, Léa, attends. Je me suis arrêtée sur les marches. Tante Jeanne est restée près de la voiture. Ma mère a regardé la maison derrière elle. Puis elle a dit tout haut la partie silencieuse. Nous savions que tu pourrais te reconstruire. Je me suis retournée. Elle pleurait à nouveau. Mais cette fois, elle ne jouait pas la comédie. Cette fois, elle avait l'air honteuse. Nous savions que Nicolas ne le pourrait pas. C'était la lame cachée, la vérité. Sous chaque anniversaire, chaque corvée, chaque sacrifice, il me faisait du mal parce que je pouvais l'encaisser. Il le protégeait parce qu'il en était incapable. Ma force était devenue leur permission. J'ai dit, vous avez confondu ma capacité de survie avec mon consentement. Elle a tressailli. Puis elle a dit, tu as toujours été plus forte que lui. J'ai dit, non. J'ai descendu une marche. J'étais juste moins protégée. Elle n'a pas eu de réponse. Derrière elle, mon père est apparu dans l'embrasure de la porte. Il a dit, rentre dans la maison. Pas à elle.
À moi. Même après tout, même après les appels, même après les documents, il pensait encore qu'un ordre fonctionnerait. Je l'ai regardé une dernière fois. Vous n'y avez plus accès. Il a ri une fois, un rire sec et laid. À quoi? J'ai dit, à moi. Tante Jeanne a ouvert la portière de la voiture. Je suis montée. Ma mère n'a pas suivi. Mon père ne s'est pas excusé. La maison rapetissait dans le rétroviseur. Pour la première fois, elle ressemblait à un lieu, et non à une condamnation. Le campus était presque vide quand nous sommes arrivés. Tante Jeanne s'est garée près des services aux étudiants. Les lumières du bâtiment étaient encore allumées. Madame Fournier nous a accueillis à l'entrée de service. Elle portait un gilet gris. Elle tenait un dossier contre sa poitrine. Je n'avais imaginé qu'une voix, mais elle était là, réelle, fatiguée, gentille. Elle a dit, « Vous avez pris la bonne décision. » J'ai failli pleurer à ce moment-là. Pas à table, pas pendant la découverte du faux, pas pendant l'avertissement de fraude. À la gentillesse. Parce que la gentillesse me semblait étrangère. Nous nous sommes assises dans un petit bureau. Tante Jeanne était à côté de moi. Madame Fournier a imprimé chaque document. Elle a surligné les horodatages. 16h13, 16h16, 16h22, tous depuis le réseau domestique de mes parents. Puis elle m'a montré autre chose. L'email de report avait été envoyé depuis mon compte, mais il avait été ouvert depuis un appareil de récupération, la tablette de ma mère. La même tablette que je lui avais configurée pour son anniversaire. Ce détail m'a fait mal. Non pas parce qu'il prouvait quelque chose de nouveau, mais parce que je lui avais appris à s'en servir. Elle avait utilisé mon aide pour m'effacer. À 21h30, l'aide juridique du campus a appelé. À 21h40, le directeur des bourses s'est joint à nous. À 22h15, le blocage de mon inscription a été levé. À 22h20, la bourse était protégée. À 22h22, j'ai enfin respiré normalement. Tante Jeanne a pleuré la première. Pas moi. J'ai juste fixé l'écran. Inscrite. Active. Solde en cours d'examen. Pas annulé. Pas disparu. Pas à eux. À moi. Le lendemain matin, mon père a appelé cette fois. Ma mère a envoyé 11 messages. Nicolas en a envoyé un seul. Il disait, « Tu as tout gâché. » Je l'ai fixé au resto U. Puis je l'ai bloqué. Pas pour toujours par colère. Pour toujours par lucidité. À midi, Financement Avenir Études a demandé des dépositions. À 15h, l'université a ouvert une enquête disciplinaire. Le vendredi, mes parents ont perdu leur accès de contact autorisé. Le lundi, la fondation de ma bourse avait le dossier complet. Mon père a essayé de les appeler. Ils ont refusé de lui parler. Ma mère a essayé de venir sur le campus. La sécurité lui a dit qu'elle avait besoin d'un rendez-vous. C'était une autre conséquence. Silencieuse. Une porte fermée, un refus poli, un système qui disait non à ma place. Le plus dur est venu 2 semaines plus tard. Pas la paperasse, pas les réunions juridiques, pas l'attestation bancaire. C'était ma grand-mère. Elle m'a demandé de la retrouver pour le déjeuner. Je m'attendais à de la pression. Je m'attendais à un pardon enrobé de langage familial. Au lieu de cela, elle a apporté une boîte à chaussures. À l'intérieur, il y avait de vieux reçus, de vieilles cartes d'anniversaire, de vieux mots de mon enfance. Elle les avait gardés pendant des années. Au fond, il y avait une souche de chèques, de mon compte d'épargne pour les études, celui que mon grand-père avait ouvert pour moi. Mes parents l'avaient vidé quand j'avais 16 ans. Ils avaient dit que c'était pour payer des réparations dans la maison, mais la ligne mémo disait « Soutien scolaire Nicolas ». Les mains de ma grand-mère tremblaient. Je les ai crues, a-t-elle dit. J'ai regardé la souche. J'aurais dû être surprise. Je ne l'étais pas. C'était la partie la plus triste. La bourse n'était pas le premier vol. C'était le premier vol avec des témoins.
Ma grand-mère a dit, « Je suis désolée de t'avoir traité de difficile. » J'ai hoché la tête. Je n'étais pas prête à la réconforter, alors je ne l'ai pas fait. C'était nouveau aussi. J'ai laissé ces excuses exister seules. 3 mois plus tard, j'ai emménagé dans la résidence universitaire. Tante Jeanne m'a aidé à porter les cartons. Madame Fournier m'a envoyé un court email. 2 mots, continuez. Je l'ai imprimé. Non pas parce que c'était dramatique. Parce que c'était propre. Pas de culpabilité attachée. Pas de dette cachée à l'intérieur. Pas de prix familial. Juste 2 mots. Continuez. Mes parents ont bien fait face à des conséquences. Pas des conséquences de film. Des conséquences réelles, lentes, administratives. Financement Avenir Études a clos leur dossier. La fondation de la bourse a interdit toute ingérence de tiers. L'université a transmis le dossier de falsification. L'employeur de mon père a eu vent de l'enquête. Pas par moi, mais par une mise à jour de conformité. Il avait toujours aimé paraître respectable. La respectabilité n'a pas survécu aux horodatage. Ma mère a perdu aussi son histoire préférée. Pendant des années, elle disait aux gens que j'étais têtue, ingrate, froide. Après ce dîner, les gens ont posé des questions différentes. Ils ont demandé pourquoi ma signature était sur des formulaires. Ils ont demandé pourquoi le programme de Nicolas avait besoin de mon argent. Ils ont demandé pourquoi mes parents ne m'ont jamais qualifiée de victime. Les questions ont changé la pièce. C'était suffisant. Un soir, vers la fin du semestre, j'étais assise seule. J'étais dans une alcôve près d'une fenêtre au 4e étage de la bibliothèque. La pluie glissait sur la vitre. Mon ordinateur portable était ouvert. Mon portail de scolarité aussi. Payé. Active. En règle. 3 mots ordinaires. Ils m'ont fait l'effet d'un lever de soleil. Un texto de ma mère est arrivé. Je ne l'avais pas encore bloqué. Il disait, « Notre fille nous manque ». Je l'ai fixé pendant un long moment. Puis j'ai tapé une phrase en retour. « Votre plan de secours vous manque ». Je n'ai rien envoyé d'autre. Elle n'a pas répondu. Peut-être parce que c'était cruel. Peut-être parce que c'était vrai. Peut-être parce que la vérité semble cruelle aux gens qui ont profité des mensonges. J'ai obtenu mon diplôme 2 ans plus tard. Tante Jeanne était assise au premier rang. Ma grand-mère était à côté d'elle. Madame Fournier est venue aussi. Elle a dit qu'elle aimait voir les dossiers bien se terminer. Nicolas n'est pas venu. Mes parents ne sont pas venus. Pendant longtemps, j'ai pensé que ça ferait mal. Mais quand j'ai traversé la Seine, je me suis sentie légère. Non pas parce qu'ils étaient absents, mais parce que je ne les attendais pas. C'était ça, la paix. Pas le pardon, pas la vengeance, pas une fin parfaite. Juste la paix, sans permission. Après la cérémonie, tante Jeanne a pris une photo. J'étais sous un érable. Ma toge était froissée. Mes cheveux étaient humides de pluie. Mon sourire semblait fatigué. Mais il était à moi. Personne ne l'avait arrangé. Personne ne l'avait emprunté. Personne n'avait signé mon nom en dessous. Ce soir-là, j'ai ouvert mon vieux dossier de scolarité. La première page était toujours là. Le report falsifié. La signature arrondie de ma mère se faisant passer pour la mienne. Je l'ai gardée pour une raison. Pas pour rester en colère. Pour me souvenir de la leçon. Certaines familles ne volent pas parce qu'elles ont besoin d'argent. Elles volent parce qu'elles croient que votre avenir leur appartient. Le mien, non. Plus maintenant.